Bonsoir à tous. Donc, nous allons débuter ce conseil municipal. Je vous remercie de veiller à respecter les gestes barrières et je déclare cette séance ouverte. Donc, juste avant de commencer, il y a un parapheur qui passe. Donc, il y a 5 signatures à poser par élu. Donc, voilà. Deuxièmement, pour ce qui est des pouvoirs, j'ai le pouvoir de Émilie Dutoya pour Antion Billotte et de Jean-Pierre Lehmann pour Madame Marion Duprat. Avant de commencer, 2 points à préciser sur l'ordre du jour. Au point 6 des affaires financières, il s'agit d'un débat d'orientation budgétaire 2021 et non 2020. Il y avait une coquille. Deuxièmement, je vous demande qu'on examine en premier lieu le point des affaires financières, à savoir l'adhésion à l'Euskal Moneta, afin de libérer les intervenants qui vont vous présenter les dispositifs, ou le dispositif, pour être plus exact. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord ? Bon. Donc, je propose de passer la parole à Stéphane Lecorf. Donc, promettons à l'adhésion à Euskal Moneta, la monnaie locale du Pays Basque. Comme indiqué dans le texte de présentation, outre le fait que l'ESCO est une monnaie, il est aussi un outil de relocalisation et de dynamisation de l'économie du Pays Basque, tout en développant également la solidarité entre la côte et l'intérieur du Pays Basque grâce aux relations, notamment commerciales, qu'il permet de créer. C'est un outil de changement des pratiques vers une économie solidaire, un développement durable et la sauvegarde de la langue basque. C'est aussi un outil de soutien à la vie associative locale. Chaque adhérent parraine lors de son adhésion à une association qui pourra recevoir un don équivalent à 3% du montant d'euros qu'il change chaque année en ESCO. Plus de 100 000 euros de dons ont ainsi été distribués en ESCO depuis 2013, dont 29 066 ESCO en 2019. Je vais laisser la parole à Monsieur Edme pour une présentation. Bonsoir à tous et merci pour votre invitation. Donc on est très heureux de pouvoir venir présenter aujourd'hui l'ESCO au conseil municipal de Cibourg pour expliquer rapidement l'intérêt d'une monnaie locale complémentaire et le fonctionnement actuel de l'ESCO. L'ESCO a été lancé par un groupe de bénévoles par un travail qui a commencé en 2011 avec d'emblée une vision de projet pour le territoire, pour l'économie locale, pour la transition écologique et aussi une dimension importante qui est pour la présence de la langue basque dans les commerces de proximité pour que vive cette langue sur le territoire. Voilà, c'est les 3 bases du projet. Et on avait vu des monnaies locales complémentaires se former ailleurs et à l'époque il n'y avait pas de cadre légal. Il est intervenu en 2014 à la demande du gouvernement. Nous on a lancé l'ESCO en janvier 2013, donc à la seule force du bénévolat au départ. Et le 31 juillet 2014, le Parlement, à la demande du gouvernement, a voté une loi, la loi ESS, donc dite loi Hamon, qui a institutionnalisé les monnaies locales en France et fourni un cadre réglementaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les monnaies locales comme l'ESCO, il y en a 82 en France, sont encadrées par le Code monétaire et financier et supervisées par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui est une émanation de la Banque de France. On peut dire qu'il y a un cadre légal très transparent sur ce que nous faisons comme métier. Nous sommes une association de loi 1901 qui est gérée démocratiquement, avec en son sein, dans son conseil d'administration, des représentants à la fois des utilisateurs particuliers, des professionnels, des associations et des collectivités territoriales qui sont représentées parce qu'elles peuvent adhérer à l'ESCO et participer à sa dynamique comme tous les acteurs du territoire. Le but d'une monnaie locale, c'est de fédérer les énergies sur un territoire, aussi bien les énergies citoyennes que les entreprises et les collectivités, pour aller vers un projet que nous on définit comme un Pays Basque plus écolo, plus euskaldun et plus solidaire. Ça résume ce qu'on veut faire. Plus écolo parce que quand on utilise une monnaie locale, l'argent circule localement. Plus euskaldun parce qu'on demande aux commerçants de mettre un peu d'affichage en basque dans les commerces et on est soutenu pour ça par l'Office public de la langue basque, avec qui nous conventionnons chaque année. Et plus solidaire parce que d'une part, l'économie locale est renforcée, et je vais expliquer pourquoi tout à l'heure, et parce que ce don aux associations dont parlait M. Lecorf est important. C'était 29 000 euros en 2019, c'était 38 000 euros en 2020. Et comme ça, le club Léo Lagrange, les Icachtola et le CPIE de Pays Basque peuvent avoir 100, 200, 300 et jusqu'à 3 000 euros par an de dons grâce à ce système-là, qui est de plus en plus important. Donc c'est un vrai aussi outil de soutien à la vie associative. Sur le fonctionnement de l'ESCO, je vais expliquer en 2 mots comment ça fonctionne. Nous avons
tout d'abord lancer des billets, imprimer des billets d'Eusko qui sont bien sûr sécurisés. Il y a 5 systèmes de sécurité dessus. J'anticipe, ils sont imprimés localement, bien sûr, du coup à Anglette. Et donc c'est 1, 2, 5, 10, 20 Eusko. Et pour avoir des billets d'Eusko, il suffit bien sûr déjà d'être adhérent à l'association. Donc on peut se rendre dans un bureau de change de l'Eusko. Il y en a 30 sur tout le territoire du Pays Basque Nord. On va dans un bureau de change, on adhère, ça coûte 2 € par mois. Et il y a un tarif social à 5 € par an pour les bas revenus, pour que ça reste une monnaie accessible et un projet accessible. Et une fois qu'on a adhéré, il n'y a aucun frais supplémentaire, aucune condition supplémentaire. On fait par exemple un chèque de 50 € et on reçoit 50 Eusko voilà, en billets. Je vais les faire tourner comme ça, pour ceux qui n'ont pas encore vu. Alors quel est l'intérêt? Déjà, comme je l'ai dit, quand on change 100 €, on reçoit 100 Eusko. Et l'association qu'on a choisi de parrainer va recevoir 3 Eusko, 3%. Donc ça fait un petit don à chaque fois. Et ça peut faire des sommes importantes si on s'y met tous. Les euros que vous nous donnez pour qu'on vous donne des Eusko, nous on va les mettre en réserve. On les met en réserve dans une banque éthique, soit le Crédit Coopératif, soit la NEF. Ce qui fait que si un jour on doit s'arrêter, on rembourse tout le monde. Aujourd'hui, il y a 2 300 000 Eusko en circulation au Pays Basque Nord, ce qui fait de nous la plus importante monnaie locale d'Europe. Il y a une belle dynamique ici. Eh bien, il y a 2 300 000 € sur les comptes de l'Eusko, au Crédit Coopératif et à la NEF. Et si demain on arrête, on rembourse tout, il n'y a aucun risque. Voilà, bien sûr, il y a un cadre très sécurisé. Le billet, c'était bien, mais très vite, on s'est rendu compte notamment que les entreprises avaient besoin de professionnaliser leurs usages de l'Eusko. Du coup, elles ont demandé des évolutions. Ce qu'on a fait, on a créé un système de comptes Eusko, qui sont des comptes en ligne. Je pense que tout le monde aujourd'hui ou presque a un compte en banque avec un accès Internet, et vous pouvez consulter votre solde, éditer un RIB, faire des virements, c'est pareil en Eusko. Vous avez un compte Eusko, c'est compris dans le prix de la cotisation, il n'y a aucun frais supplémentaire, il n'y a pas de frais de tenue de compte, il n'y a pas de commission. Et avec ce compte-là, vous pouvez le charger chaque mois en euros. On vous fait un prélèvement sur votre compte en banque habituel, vous le chargez avec votre carte bancaire. Et après, vous avez des Eusko sur votre compte que vous allez utiliser soit avec la carte de paiement Eusko Carte, soit depuis juin dernier avec une application de paiement qu'on a appelée Eusko Pay, qui marche très très bien. Vous voyez peut-être de plus en plus ce petit panneau dans les commerces. Ça veut dire que grâce à ça, je prends mon smartphone, j'ouvre mon application, je flash, je mets le montant, je valide et c'est payé. L'argent est sur le compte du commerçant. C'est extrêmement rapide, extrêmement pratique. Et du coup, depuis qu'on a ça, vraiment l'usage de l'Eusko encore s'intensifie depuis juin dernier. On a aujourd'hui 4000 utilisateurs particuliers, plus de 1100 professionnels dans le réseau. Et pour ce qui concerne les collectivités, il y a 26 communes qui ont déjà adhéré à l'Eusko, ainsi que la communauté d'agglomération Pays Basque, qui a adhéré en 2018 avec un vote à l'unanimité de son conseil permanent. Donc, deux secondes pour dire pourquoi est-ce que ça relocalise l'économie. Quand je vais chez un commerçant, j'ai le choix entre payer avec ma carte bancaire habituelle, je ne dirai pas d'où elle vient, et ma carte Eusko. La différence, c'est quoi? C'est que si je paye en Eusko, le commerçant va avoir des Eusko dans son compte, ou dans son tiroir caisse si je paye en billets, et à force, il va se demander qu'est-ce que je fais de ces Eusko. Il va falloir qu'il les réutilise ou qu'il les change en euros. S'il décide de les changer en euros, on va lui prendre 5% de commission. C'est un petit peu dissuasif, mais ça passe. Ces 5%, on ne les garde pas pour nous, c'est l'argent qu'on reverse aux associations. C'est comme ça qu'on finance le don aux associations. Et l'autre possibilité qu'il a, c'est de nous appeler s'il n'a pas de fournisseurs locaux pour qu'on lui conseille des fournisseurs locaux, des paysans, une agence de communication, ça peut être le Basque Bondissant pour une association qui a besoin d'organiser les transports. On a plus de 500 fournisseurs payables dans Eusko aujourd'hui. Il y a un vrai catalogue et beaucoup de mise en relation. Et 56% des entreprises du réseau Eusko ont pris au moins un nouveau fournisseur local pour réutiliser leurs Eusko. Donc on arrive vraiment à faire ce travail très fin de mise en relation des entreprises entre elles, des commerçants, des entreprises, des associations, et ça c'est bon pour l'emploi au Pays Basque. C'est vraiment un outil très intéressant. Derrière, pour les entreprises qui auraient trop d'Eusko, donc elles reconvertissent, mais du coup il y a une facture, et en termes de comptabilité, l'usage de l'Eusko est très simple, ça n'est pas une devise, c'est un moyen de paiement, c'est comme un chèque, une carte bancaire ou un ticket restaurant. Dans la comptabilité, 100% des déclarations sociales et fiscales sont en euros. Après, dans les moyens de paiement qui ont servi à encaisser, il y a des euros en chèque, en carte bancaire, en ticket restaurant, et puis il y a des Eusko. Voilà, mais c'est un moyen de paiement parmi d'autres. Quel intérêt pour une collectivité d'adhérer à l'Eusko? Déjà, c'est un signal fort envoyé à la population de soutien au projet. Pour nous, ça a été très important. Les premières mairies qui ont adhéré, ça a été Hendaye, après ça a été Ustaris, Mendione, Bayonne, et puis depuis Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Palais, beaucoup d'autres mairies ont adhéré. Et ça envoie un signal à la population que c'est un projet d'intérêt collectif. Et ça, c'est important pour nous. Ensuite, il y a une cotisation qui est à régler, qui est chaque année, c'est pas une subvention, c'est une cotisation à un service de paiement, c'est 10 centimes par habitant jusqu'au 5 millième et 5 centimes au-delà. C'est important parce qu'on est une association, on vit encore de subventions, même si on est à 60% d'autofinancement, et la cotisation de chacun permet de maintenir l'équipe et de la développer. On est 14 salariés aujourd'hui, pour 12,5 équivalents temps plein.
Il y a beaucoup de travail pour ce qu'on fait, donc on est on a un budget de 390 000 euros, donc c'est pas énorme, et on arrive à tenir, et on a besoin de se développer. Et donc, les cotisations sont importantes. Et puis après, nous, on considère que les collectivités locales sont des acteurs économiques majeurs sur le territoire. On pense qu'en recettes et en dépenses, vous avez un rôle à jouer, hein, vous donnez des subventions, vous passez des marchés, les indemnités des élus, les salaires des agents, voilà, tout ça peut être payé en partie en EUSCO, sur la base du volontariat, bien sûr. Il n'y a aucune obligation jamais à accepter l'EUSCO, on est toujours sur la base du volontariat. Et sur cette base-là, ça peut être intéressant pour une mairie. Pourquoi? Parce que quand on paye une subvention en euros, on soutient une association. Quand on paye une subvention en EUSCO, on soutient une association et derrière, on soutient le tissu économique local. Parce que la subvention reçue va être réutilisée auprès des commerçants, paysans, producteurs locaux. Et ça, c'est intéressant parce que ça a un double effet. En plus, voilà, de toutes les valeurs qu'on promeut, et je pense qu'on en a beaucoup en commun. Par exemple, sur la langue basque, le fait de se dire plus il y aura de circulation, plus les commerçants vont être désireux d'adhérer pour participer, et plus facilement pourra mettre de l'euskara dans les commerces avec eux. Et il n'y a pas du tout besoin de parler basque pour être à l'EUSCO. Des fois, c'est un frein pour les commerçants, mais je ne vais pas mettre un affichage en bilingue, je ne suis pas bascophone. Mais c'est pas grave. Même si on n'est pas bascophone, on peut vouloir que la langue basque vive et participer. Au contraire, c'est quelque part d'autant plus méritoire. Je vais peut-être m'arrêter là parce que je pense que j'ai dit à peu près l'essentiel. Et puis peut-être que s'il y a des questions-réponses, ça permettra de compléter sur ça. Donc j'ai parlé au niveau juridique comment ça se passe. Excusez-moi, un point en plus. Au niveau des encaissements, vous pouvez faire passer des régies aux encaissements en EUSCO. Comme bien sûr il y a obligation de dépôt des fonds au trésor, si vous encaissez en EUSCO, vous pouvez reconvertir ces EUSCO sans frais auprès de nous, contrairement aux entreprises, pour après les déposer au trésor. On fait ça déjà avec 27 régies au Pays Basque. Et pour les paiements, c'est encore plus simple. En fait, on est mandaté par comment dire. Si l'entreprise veut recevoir, par exemple, sur une facture de ramettes de papier de 300 euros, les recevoir en EUSCO, elle signe un mandat d'encaissement, c'est-à-dire elle nous mandate pour encaisser à sa place. Vous transmettez avec la facture et le mandat de paiement au trésor le mandat d'encaissement, et le trésor public doit nous faire à nous le virement de 300 euros. Comme il a un mandat d'encaissement, je veux dire le caractère libératoire du paiement est assuré, et derrière, nous, on va créditer de 300 EUSCO le compte de l'entreprise et mettre les 300 euros en réserve. C'est aussi simple que ça. Donc on a très bien compris. Votre présentation était très claire. Je vois qu'il n'y a pas de questions ni de remarques. Questions? Bon. Ben, s'il n'y a pas, je vous remercie. Minesker Tortsagatik. Et on vous libère. Donc, vu qu'il n'y a pas de questions ni de remarques, je vous propose qu'on passe au vote. Ah, vous vous réveillez? Non. Non, c'est des remarques. Je pense que les remarques se discutent en conseil municipal. Bien. Je vous en prie, Madame Duverbier. Oui, Monsieur le maire. Donc, effectivement, nous renouvelerons le côté intéressant des défis de la relocalisation de l'économie, de la défense du commerce de proximité, etc. Mais, comme nous l'avons évoqué en commission finances, la convention, ou du moins les termes de la convention, nous posent problème. Je crois que nous sommes responsables des deniers publics. Et aujourd'hui, cette convention, elle me semble comporter beaucoup d'incertitudes. Je viens de réentendre, ce qui n'est pas noté dans la convention, que le salaire des employés pouvait aussi faire partie de ce dispositif. Ça, c'est pas. Un certain nombre de points font partie de ce dispositif. J'ai bien entendu, et on n'en reviendra pas, qu'on m'a un peu rassuré en commission finance en nous disant mais que non, que c'était pas ça, que ce serait à la marge, que ce serait pas une grosse masse, etc.
Pour notre part, nous pensons que c'est quand même un risque que l'on fait mener à la commune, puisqu'en définitive, le monsieur qui vient de nous faire la présentation nous a dit que la quote-part qui était confiée à une association était intéressante pour l'association. Elle représente 3%, donc 5% pour la commune, c'est encore plus élevé. Donc voilà, cette incertitude ne nous semble pas acceptable. Si les termes de la Convention peuvent être revus et que nous soyons plus, plus sûrs de ce que ça va impacter le budget de la commune, dans quel ordre, parce que se dire ça ne sera pas beaucoup, ça sera 3 000, ça sera 4 000, ça sera... Si nous prenons tous les points et que nous avons des accords de tous les partenaires dans ces secteurs-là, je crains que ça fasse beaucoup. Je ne vais pas vous reprendre, mais j'ai quand même pris quelques exemples et je suis assez étonnée de l'impact financier que ça peut avoir et que la charge financière que ça peut avoir pour la commune. Donc, simplement, voilà, nous vous demandons si vous pouvez faire modifier les engagements de la commune et à ce moment-là, évidemment que nous vous suivrons sur ce projet. Monsieur Lecor. Oui, merci pour cette remarque, Madame Dubarbier. Est-ce que vous pourriez nous préciser vos calculs et est-ce que vous pensez risquer pour la commune, s'il vous plaît? Avec plaisir, Monsieur Lecorf, mais je pense que vous l'avez fait avant moi, avant de prendre une décision. Donc, pour vous dire, seront impactés, premièrement, le montant des subventions. Le montant des subventions s'élève à 189 000 € cette année. 5% de 189 000, ça correspond à 9 450 €. Vous nous dites que les indemnités des élus peuvent être concernées par ce dispositif. À la marge, je suis partie d'un montant de 57 600 € que multiplie 5%, ça fait 2 880 €. Je ne suis pas partie sur le salaire des agents, là, je pense que ça sera encore beaucoup plus impactant. Mais quand nous parlons de factures liées au marché public, toutes les factures sont liées au marché public. Donc, je n'ai pas pu faire un relevé exhaustif de toutes les factures payées par la commune. Mais si nous prenons simplement les factures, par exemple, de fourniture de repas par les 2 prestataires qui sont sur notre commune, la société Bertacoa livre des repas pour un montant par an de 59 000 €. La société Suari livre pour un montant de 30 000 €. Donc nous sommes sur un montant global de 89 000 € et 5%, ça représente 4 450 €. Si vous additionnez tout cela, Monsieur l'adjoint aux finances, je pense que vous comprendrez que nous puissions être un peu inquiets sur le montant de cette démarche. Et nous répétons que ce n'est pas le principe même de la démarche que nous ne partageons pas, mais simplement nous sommes responsables de deniers publics et je pense qu'il n'est pas raisonnable de partir sur une convention qui peut mettre en danger les finances de la ville pour les années à venir. Une convention, je pense qu'elle est faite pour être respectée. Donc voilà. Merci pour votre remarque pertinente. Juste une petite explication, car il me semble que vous faites une confusion sur l'interprétation de cette convention. Le système de l'Escual Moneta fonctionne effectivement pour les versements de la mairie vers les personnes qui en font volontairement la demande, les élus, les agents, les subventions, etc. Par contre, cela n'entraîne aucun frais pour la mairie, parce qu'il n'y a pas de reconversion. La reconversion et les éventuels frais s'appliquent exclusivement sur les encaissements que pourrait réaliser la mairie par le biais de ses régies. Voilà, alors la cotisation de l'adhésion est incompressible et est évaluée à 570 € et des frais de 5% seraient appliqués au-delà de 10 fois cette cotisation. Pour les encaissements de régie qui comprennent la crèche,
l'accueil de loisirs, la cantine, la médiathèque et le train Kitiki. On a un montant total de 328 150 euros qu'il faut ramener à la réalité du système de l'école moneta, qui est utilisé par 1% de la population. On serait bien en deçà des 10 fois du montant de la cotisation annuelle. Et donc, à part cette adhésion annuelle, il n'y aura pas de frais supplémentaires pour la mairie de Cibourg. Alors, je me permets, je repars dans la même demande. Puisque ces postes ne sont pas concernés, pourquoi sont-ils indiqués dans la convention ? Ils n'ont pas lieu d'être positionnés. Puisque vous me dites qu'il n'y aura pas d'impact, donc qu'on enlève ces lignes de la convention. Tout simplement parce que le système de l'école moneta, ce sont à la fois des encaissements et des versements. Je pense que ce n'est pas une réponse, Monsieur Le Corf. Vous êtes assureur, vous savez qu'une convention, ça lie deux personnes, et qu'à partir du moment où vous me dites qu'il n'y aura aucun impact financier, je ne vois pas pourquoi ces termes sont notés dans la convention. Donc, juste pour conclure et synthétiser, il faut comprendre que l'EUSCO, aujourd'hui, c'est 1% de la population du Pays Basque Nord qui l'utilise. Nous ne sommes pas la seule commune à l'utiliser. Comme a été dit à la présentation, il y a 2000 utilisateurs, si j'ai bien noté. Il y a 500 entreprises, 28 collectivités, dont la mairie d'Andaï, Bayonne, l'agglomération Pays Basque, ne sont pas des petites structures qui la portent. Nous avons pris contact avec ces administrations-là. On leur a demandé l'impact de l'EUSCO par rapport à ces 5% de conversion et on nous a bien rassurés. Ce qu'on pensait, c'est que vraiment les montants sont résiduels. Maintenant, autre chose, il ne faut pas oublier que l'EUSCO est une monnaie complémentaire. Elle ne substitue pas l'euro. Ça veut dire que demain, si par chance, je dirais que l'EUSCO se développerait à vitesse grand V, en sachant qu'on a des conventions de 1 an, et si demain, on aurait un risque d'avoir trop d'encaissements, de devoir trop payer, on pourrait demander, exiger aux gens qui payent de payer une partie en euros et une partie en EUSCO. Parce qu'on reste souverain des modalités de paiement. Donc maintenant, je pense qu'il faut arrêter de se faire peur. Il faut arrêter d'agiter le chiffon rouge. On n'est pas les premiers. Il y a d'autres communes qui l'ont fait avant nous. Elles se portent très bien. Donc maintenant, je pense que cette monnaie est une bonne chose pour notre territoire, pour l'économie locale, pour l'Euskara, pour l'environnement. Et je dirais, au bout du bout, 5%, si ça permet de sauver des emplois locaux, mais c'est pas cher payé. Donc maintenant, avec cette conclusion, s'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de passer au vote. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté, merci. Donc, on reprend l'ordre du jour. Donc, premier point des affaires générales. Donc, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 28 janvier 2021. Donc, y a-t-il des observations ou des remarques? Donc, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté. Merci. Donc, point 2 des affaires générales, compte rendu de la délégation du conseil municipal au maire. Cette délégation a permis de signer une autorisation du domaine public pour l'installation d'un camion pizza, boulevard Pierre-Benoît, de désigner un cabinet d'avocats pour défendre les intérêts de la commune pour restitution du domaine public communal et une mise à disposition de locaux pour l'AMAP Cibourg. Y a-t-il des remarques ou des observations? Oui, monsieur Anido. Oui, monsieur le maire, c'est juste pour savoir, c'est le local qui se situe derrière Horizon, là? C'est le local communal à l'impasse Okineta. Ouais, c'est là où il y avait Hilary, le peintre.
Je Ils pense. sont maintenant à Chorito. Ouais. Mais je pensais qu'il y avait Horizon qui était intéressé par l'agrandissement de leurs locaux. Oui, c'est vrai, il y a un temps, l'Horizon était intéressé même carrément pour acheter le local. Vous l'avez vous aviez délibéré à l'époque pour le mettre en vente. Bon, je ne sais pas pourquoi vous ne l'avez pas vendu à la fin. Et on est ravis parce que nous on y était opposés. Donc pour l'instant, Horizon nous a pas fait part de demandes particulières sur l'agrandissement ou le besoin de s'agrandir sur le local. D'accord, merci. Pardon? L'association reste sur la commune? Laquelle? Horizon? Horizon? Oui. Bien sûr. Mais D'accord. si vous devez savoir que le local d'Horizon est divisé en deux. Il y a une Oui. partie Ah oui. côté port et côté Impasse Okineta. Donc c'est la partie côté Okineta qui va être mis à disposition de la MAP Sivoulou, parce que c'est un local qui jusqu'à maintenant était vide. Y a-t-il d'autres remarques ou d'observations? Donc on prend acte. Point 3, avis sur le projet arrêt de plan de déplacement urbain. Donc, Monsieur Dufaux, rapporteur. Le PDU a été rédigé donc dernièrement. Il passe aujourd'hui en conseil municipal pour consultation et pour donner un avis. La proposition que l'on fait, c'est de donner un avis favorable, mais en commission intercommunale d'accessibilité, nous avons pointé sur l'annexe accessibilité quelques manquements qu'on voudrait faire préciser dans un avis que je vous lis. C'est un avis qui serait, s'il est voté, aussi proposé dans les autres communes qui font partie de la commission. Donc, sur l'annexe concernant l'accessibilité du PDU, nous demandons de retranscrire une volonté politique dans le domaine de l'accessibilité, d'améliorer le lien entre les actions du PDU et les ambitions en matière d'accessibilité, d'afficher des engagements calendaires et de proposer des critères et suivis d'évaluation. Voilà, c'est ce qu'on nous proposons donc de valider le PDU avec ces remarques-là. Y a-t-il des questions, des remarques ou autres? Pas de remarques ou d'observations. Je vous propose de passer au vote. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté. Merci. Donc, on passe au... Non, le premier point des affaires financières a été traité. Donc, on passe au point 2 des affaires financières. C'est la vente des ouvrages de la bibliothèque et qui a supposé de faire un don à l'association Téléthon. Donc, le rapporteur est Madame Berouette. Bonsoir. Comme chaque année est organisée la vente des ouvrages désherbés et mis au rebut de la médiathèque municipale, cette vente est réalisée en général sur la semaine qui précède le Téléthon. Cette année, cette vente a rapporté 134 € et il vous est demandé d'attribuer cette somme au bénéfice du Téléthon. Avez-vous des observations ? Voilà, ce don va venir abonder les dons déjà les dons qu'on a réussi à voilà, obtenir avec le Téléthon en décembre. Voilà, qui se montent à une hauteur comme ça de 25 000 €. Voilà. Non, s'il n'y a pas d'observation, je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté. Merci. Donc, point 3, caution sur un contrat de location. Le rapporteur est Monsieur Dufaux. Nous avons passé commande pour un camion nacelle et en attendant que le camion nacelle soit livré, nous devons acter une location temporaire parce que nous avons pas mal de travaux en hauteur au niveau des services techniques. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur le sujet ? Non, s'il n'y a pas de remarques, je vous propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté, merci.
En point 4, compte de gestion 2020 du budget principal de la commune de Cibourg. Le compte de gestion est le bilan de la comptabilité de la commune tenu par le trésorier. Comme vous avez pu le constater, les résultats sont identiques à ceux du compte administratif que nous allons examiner dans la foulée. Je vous propose de déclarer que le compte de gestion n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Avez-vous des observations? Des remarques? Je vous propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté. Merci. Donc, point 5, compte administratif 2020 du budget principal de la commune de Cibourg. Le rapporteur est monsieur Lecor. Donc un point sur le compte administratif 2020, avec cette première présentation qui va prendre en compte la section fonctionnement et investissement, avec des informations sur tout d'abord sur les reports de l'exercice 2019, notre résultat d'exécution en 2020, les résultats au 31/12/2020, les restes à réaliser et les cumulés. Je ne vais pas m'étendre sur la quantité de chiffres, vous présenter surtout les explications de décalage avec le budget primitif 2020. Alors sur les recettes de fonctionnement, elles représentent 8 118 306 et 32 centimes répartis comme suit. Les recettes de fonctionnement de l'année 2020 à 7 977 952,28 €. Un solde de fonctionnement reporté au compte 002 de 140 354,04 €. Les recettes réelles de fonctionnement ont été réalisées à 103,52%. Sur le chapitre des impôts et taxes, elles représentent 73,48% des recettes réelles de fonctionnement hors opération d'ordre. Cette année encore, la commune a perçu les recettes supplémentaires en taxes additionnelles aux droits de mutation. Concernant les dépenses réelles de fonctionnement en 2020, elles atteignent 6 896 126,69 € avec un taux de réalisation de 89,48%. Le chapitre 011 totalise 1 492 521,31 €. Il s'agit des dépenses de fonctionnement courantes, fuite, téléphone, fournitures diverses, contrats de maintenance et d'entretien, les fournitures scolaires, mais également les prestations de services ou d'études. La dépense du 012 augmente de 1,7% par rapport à 2019 avec un taux de réalisation de 96,5%. Le chapitre 065 représente un total de 655 923,48 €. 609 656,21 € en 2019 et 827 372,53 € en 2018. Ces écarts s'expliquent par le transfert depuis 2019 de la participation au SDIS 64 à la CAPB pour 200 000 € et le transfert d'un poste au CCAS. Alors, pour les explications par rapport aux différences par rapport au budget primitif 2020, sur la section de fonctionnement, sur les dépenses de fonctionnement, on a une différence totale sur la dépense de fonctionnement de 360 227,27 € qui s'explique sur les charges à caractère général pour 122 000 €, les charges de personnel une différence de 153 000 €, les autres charges de gestion courante de 47 000 €, la charge financière de 10 000 €, les charges exceptionnelles de 28 000 €. Toujours sur la section de fonctionnement concernant les recettes, 448 372,80 €. Sur les produits de services du domaine des ventes, une différence de 35 000 €. Les impôts et taxes, 402 000. Dotation et participation, 71 000. Autres produits de gestion courante, 10 000. Remboursement des rémunérations, 4 000. Et produits financiers exceptionnels, 3 000. Concernant la section investissement, alors,
Pour les différences avec le budget primitif 2020, on a une différence de 270 414,83 euros. Concernant les dépenses d'investissement, une différence de 1 234 355,57 euros. Et sur les recettes d'investissement, 1 504 770,40 euros. Donc je vous propose maintenant de voter le compte administratif par section. Avant de passer au vote, y a-t-il des remarques? Ah, Monsieur Perry. Oui, monsieur l'adjoint, considérant que le Covid aura encore de l'impact sur l'exercice en cours, avez-vous regardé un peu analytiquement l'impact sur l'exercice 2020, notamment sur les achats et peut-être sur la masse salariale du Covid? Je pense que c'est un pourcentage non négligeable du budget. Donc sur les achats, donc on a une variation de 60 000 euros en plus, dont 52 qui sont liés au Covid. On pourra voir. Ah, on n'entend pas? Non, je répète. Donc sur le chapitre 60, sur les achats et variations de stock, on a un plus 60%, plus 60 000 euros, pardon, dont 52 qui sont liés aux dépenses Covid. Donc la ventilation, c'est les acquisitions de mobilier, donc tout ce qui est plexiglas, acquisition de distributeurs, donc on en a pour 5 350 euros. Les masques, on en a pour 28 000 euros. Et les fournitures d'entretien, vêtements, blouses, gants, etc., on en a pour 32 650 euros. Donc c'est sûrement quelque chose qui... Bon, on a encore des stocks, mais c'est sûrement quelque chose qui va, vu la situation, qu'on devra renouveler. Y a-t-il d'autres... Et sur les salaires, vous avez réussi à analyser, c'est peut-être plus délicat. Oui, alors concernant les salaires, ça a été surtout dû au fait du non-paiement des heures supplémentaires. J'ai le chiffre de moins de 13 000 euros. 13 000 euros en moins. Donc globalement, très faible. une baisse de la charge salariale. Voilà, mais très faible. Je vous remercie. Monsieur Rigoyen-Berry, vous voulez intervenir? Non? Oui, Madame Bien. Duvervier. Donc, je vais essayer de prendre les choses par un autre biais, parce que ça, je trouve que cette présentation est un petit peu compliquée. Mais enfin, bon, voilà. Je vais essayer de schématiser. Pour dire que sur ce compte administratif, l'excédent de l'exercice 2020 a triplé par rapport à l'excédent 2019. Alors, quelle peut être l'analyse? Que c'est un manque d'investissement? Je n'irai pas jusque-là, mais enfin, bon, on peut le regretter. Au point de vue de l'analyse du budget de fonctionnement, la masse salariale, je ne sais pas si c'était votre question, Monsieur Perry, a augmenté de 1,1%. Et cette augmentation, évidemment, est due en grande partie sur des causes qui, je dois l'avouer, échappent à la municipalité, parce que c'est le remplacement pendant les temps de maternité, les maladies, le glissement vieillesse, technicité et les réformes statutaires. On peut noter une baisse toujours sensible et présente de la DGF. Les impôts et les taxes sont stables grâce à la revalorisation des bases de l'État, puisque nous n'avons pas encore bénéficié, si je peux dire, de l'augmentation des taxes de résidence secondaire, puisqu'elle ne sera appliquée qu'en 2021. Au niveau de l'analyse des comptes de budget investissement, ce budget qui a été voté sincèrement en juillet pour un montant de 3 234 809 euros a donc été réalisé à 49,9%. On se permettra de noter quelques diminutions significatives par rapport au rapport de 2019,
Donc un investissement de moins 45% sur les travaux de voirie, moins 48% sur les aménagements des plages et du littoral, moins 78% sur l'entretien de la plage de Cibourg. Voilà ce qui nous a semblé être à relever. Par contre, il y a une autre question que je voudrais vous poser. Apparemment, ce conseil municipal est précédé d'une commission finance. Je pense qu'elle nous aide à travailler sur le sujet et à exprimer nos points de vue lors du conseil municipal. Donc je me permettrai une petite question. Monsieur l'adjoint aux finances, je suis assez étonnée car lors de la commission finance du 12 février, il nous a été présenté un rapport financier datant du 4 février. Aujourd'hui, sur les documents qui nous sont remis, nous avons un rapport qui date du 18 février. Est-ce que nous pourrions connaître la raison de ce changement de rapport en quelques jours? Ça nous semble un peu difficile. Aujourd'hui, nous n'avons pas de débat sur ces rapports financiers alors qu'ils étaient à l'ordre du jour de la commission finance. Alors juste une remarque. Je pense que... Qu'est-ce que je peux dire? Je pense que le deuxième rapport, effectivement, nous regrettons un peu que 33 pages du rapport, sur 33 pages du rapport, 19 soient une partie qui sont des lois de finances générales. Ils ne considèrent pas les problèmes de notre ville. Je dois avouer aussi que sans rentrer dans le détail, ce qui pourrait être fastidieux, la conclusion de ces deux rapports est la même. Vous avez peut-être omis de l'évoquer, c'est-à-dire que nous avons un bilan de fonctionnement avec une santé financière en fin 2019 qui est bonne, voire très bonne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le bureau d'études. Parce que je pense que vous avez souhaité cette étude et il faut peut-être, j'espère qu'elle va être mise sur le site de la mairie, de façon à ce que tout le monde puisse le consulter. Ensuite, une autre remarque au point de vue de l'endettement. On nous dit que l'encours de la dette se situe au-dessous de la moyenne nationale, ce qui est, je cite encore une fois, remarquable pour une commune touristique. Je passe les autres commentaires parce que c'est peut-être pas ce que vous attendez aujourd'hui. Donc je me permettrai une conclusion. J'espère, mesdames et messieurs, que nous oublierons vite vos déclarations qui assuraient que notre ville était au bord du gouffre et que la dette explosait. Je pense qu'aujourd'hui nous en avons la démonstration contraire et j'espère que ces rapports seront possible pour être consulté par toute la population. Donc, juste Merci, une monsieur le précision, maire. Madame Duverbier. Je pense que vous êtes trompée parce que oui, on a fait un audit et la présentation de l'audit est sur le second point, c'est-à-dire lié au DOB. Donc là, on est en train de discuter du compte administratif. Ne vous inquiétez pas, on va bien le présenter. Que la présentation de l'audit, elle est sur 2 points. Je les ai là si nous, vous voulez. L'ordre du jour, c'est nous qui la fixons. Et Voilà. on fait une Vous en avez présentation. un qui nous a... Non, ce qui m'étonne, c'est pourquoi nous avons 2 présentations différentes à 10 jours d'écart. Effectivement, sur les orientations budgétaires, je peux tout à fait le comprendre, puisque nous vous avions signalé en commission finance que cette étude était complètement aberrante, puisque tous les chiffres de 2020 étaient des suppositions et n'étaient pas partis sur des chiffres réels. Maintenant, effectivement, le deuxième rapport est beaucoup plus précis, puisque nous partons sur tous les chiffres réels de 2020. Donc ce deuxième rapport nous est très intéressant, puisque nous pouvons l'examiner. Par contre, le premier, je ne sais pas pourquoi nous avons 2 versions. Donc, sur les 2 rapports, je pense qu'on avait parlé en commission, il y avait un souci de données sur le rapport qui avait été présenté en commission. Sur le numéro 2, Voilà, effectivement. qui n'était pas bon, donc on a pris contact avec le cabinet d'audit pour rectifier ces chiffres. C'est pour ça qu'il y a 2 rapports. Il y a un rapport qui a été présenté en commission, et
et on l'a tous dit que les chiffres n'étaient pas bons. Donc on n'avait pas présenté au conseil municipal un rapport avec des chiffres faux. Donc on présente un deuxième rapport corrigé. Je m'excuse, monsieur le maire. Ces rapports concernent 2 secteurs. Un premier secteur avec une analyse financière rétrospective sur l'année 2014 à 2009. Et là-dessus, évidemment, il n'y avait aucun problème. Aujourd'hui, il est remplacé par une autre version. Par contre, effectivement, sur les prospectives, on nous a demandé de commenter un document que nous avons jugé. Ce commentaire était impossible puisque les chiffres de 2020 n'étaient pas répertoriés. Donc ce deuxième rapport est évidemment très intéressant, mais il s'agit du deuxième rapport des prospectives et non pas de l'analyse précédente. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en commission, les documents qu'on transmet sont des documents de travail et les bons documents sont les documents qu'on présente au conseil municipal. Donc maintenant, je pense qu'il faut arrêter de discuter entre premier rapport, deuxième rapport, troisième rapport. Le bon rapport, c'est celui que vous avez eu avec la convocation du conseil municipal. Donc on mènera le débat sur ce document-là. J'ai expliqué pourquoi il y en avait 2. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres remarques? S'il n'y en a pas, moi je propose... Non, je veux juste faire des remarques. Si vous me le permettez. Vous avez parlé de manque, peut-être de manque d'investissement. On a fait seulement 40% de ce qui était prévu. Je vais juste rappeler que l'année 2020 a été gérée par moitié par vous. Donc on vote un budget dans lequel je pense que vous avez une grande responsabilité. Donc s'il y a eu un manque d'investissement, ou un manque de volonté, ou des erreurs, s'il y a des erreurs, elles sont partagées. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait eu d'erreurs. Parce que sur les investissements, si on prend point par point, pourquoi on arrive seulement à 40%? 49. 49, si vous voulez, 50, on arrondit. Donc, je passe seulement les gros chiffres, ce qui importe. Donc, on a les extensions des ateliers, à hauteur de 400 000 €. Pourquoi elles n'ont pas été réalisées, l'aménagement? Pourquoi il n'a pas été réalisé? Au mois de juin, quand on a pris les rênes, il n'y a rien qui était fait. Vous étiez 6 mois que vous étiez aux manettes, pendant 6 mois, vous n'avez rien fait. Bon, nous, pourquoi on ne l'a pas fait? C'était volontaire. Parce qu'on a un aménagement sur la plaine des sports, une extension des ateliers municipaux, on l'appelle une extension des ateliers, mais qui n'a rien à voir avec les ateliers, à vrai dire, qui est un bâtiment qui est à peu près à 500 mètres carrés de plancher, 2 fois 250, pour accueillir seulement 2 associations. Vu la demande croissante qu'on a de demande d'associations pour avoir des locaux, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre le temps de réfléchir à l'aménagement intérieur de ce bâtiment-là pour qu'il soit, je dirais, plus polyvalent et qu'il puisse donner satisfaction à plus d'associations. Donc c'est pour ça qu'on a pris le temps de la réflexion pour essayer de faire un aménagement qui pourrait profiter pas seulement à 2 associations, mais à plus. Ça, premièrement. Deuxième voie, on a la piste cyclable de Lunsin, aux alentours de 315 000 €. La piste cyclable, elle a été réalisée. Mais c'est juste qu'elle n'a pas encore été payée. Donc la réalisation, elle est faite. C'est une opération budgétaire. Sur le complexe polyvalent, on a 118 000. C'est une erreur. C'est un devis qui avait été inscrit au budget, mais un devis qui avait déjà été payé. Donc on n'avait pas repayé le même devis. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas réalisé l'ensemble des investissements. Donc ce n'est pas un manque d'ambition, mais c'est de la responsabilité. Je peux me permettre une petite remarque? Maintenant, non. Sur l'emprunt, on a un excédent de fonctionnement de à peu près 1 200 000 €. Comme vous l'avez bien souligné, des investissements qui n'ont pas été
faite sur la totalité, seulement à moitié. Donc, ce qui nous fait un résultat cumulé d'un demi-million qu'on va reporter au budget 2021 en fonctionnement. Pourquoi on n'a pas pris l'emprunt? Parce qu'on a eu un excédent très important. Des dépenses en fonctionnement en baisse de 810 000 et des recettes, plus de recettes pour 271 000. Les 810 000, comme ça a été souligné, c'est une baisse des charges du personnel par rapport au budget prévisionnel, aux alentours de 150 000 euros, et des charges à caractère général aussi qui ont baissé. Les recettes en plus, c'est surtout les droits de mutation. On était parti sur un ratio très bas, prudent, de 500 000. On est arrivé aux alentours de 840 000. Donc c'est le fait d'avoir moins de dépenses et moins de recettes qui ont fait qu'on n'a pas été obligé d'aller chercher l'emprunt qu'on avait mis dans le budget prévisionnel 2020. On avait, pour mémoire, un emprunt prévisionnel de 2 100 000 euros. 750 000 qui avaient déjà été pris par vous en début 2020. Et donc, le restant qu'on avait abondé pour équilibrer nos budgets, et bien, heureusement, et on est très content, on n'a pas dû faire appel à cet emprunt-là. Voilà, les précisions. D'autres remarques? Encore une question, Madame Duverbier? Si vous le permettez, Monsieur le maire. Bien sûr. Juste une petite précision. Vous évoquez le problème des ateliers. Il faut quand même, pour être tout à fait sérieux et sincère, dire que l'extension des ateliers comprenait deux phases. Une phase des mètres carrés qui était dédiée aux ateliers et qui effectivement est un projet que nous avons porté, que nous avons financé, que nous avons livré, que nous avons terminé. Et ensuite, effectivement, il y avait des mètres carrés qui restaient et que nous avions destinés à deux associations dans un but de libérer du foncier sur la ZAD de Lancan et de prévoir un avenir que je vous souhaite plus facile sur la ZAD de Lancan. Tout à fait, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. On connaît l'objet de cette extension-là, on sait qu'il est en deux parties. On parle de la partie qui est aux associations. Donc je répète, la raison de les faire déplacer, de les déménager à la Plaine des Sports pour libérer les locaux sur Lancan est quelque chose de très logique. Donc sur ça, il n'y a aucune critique. Maintenant, en faisant un bâtiment neuf, on peut aussi réfléchir à voir si on fait ces aménagements-là seulement pour deux associations ou pour plus d'associations. Donc, juste notre réflexion, elle est là. On s'est dit, on a un bâtiment construit, il y a tout à aménager. Donc, est-ce qu'on ne peut pas se donner un peu plus de temps pour réfléchir et se dire, est-ce que ce bâtiment qui fait 500 000 m² de plancher sur deux niveaux, est-ce qu'elle ne pourrait pas accueillir plus d'associations que seulement deux? C'est ça. Donc, on a pris le temps et on a retravaillé sur les plans, sur l'aménagement, avec les associations qui étaient fléchées. Elles ont très bien compris l'exercice. Elles ne sont absolument pas opposées. Elles comprennent que voilà, les ressources, il faut les partager. Et les infrastructures en font partie. Donc, c'est pour ça qu'on a pris le temps de la réflexion pour aménager quelque chose de plus polyvalent. Et deuxièmement aussi, d'apporter aussi un ascenseur. Pour que ces salles soient accessibles pour tout le monde, y compris les gens à mobilité réduite. Donc c'est pour ça qu'on a repoussé l'investissement sur l'aménagement des extensions des ateliers. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'autres, je passe la parole à Madame Lahassa. Alors, maintenant, il nous est demandé de voter le compte administratif. Je vous propose de le voter par section. Donc, pour la section de fonctionnement, qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté.
Pour la section d'investissement, qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Le compte administratif est adopté. Monsieur le maire peut revenir. Donc on poursuit avec le point 6 qui traite du débat d'orientation budgétaire et le rapporteur est toujours M. Lecorf. Alors sur le débat d'orientation budgétaire, on va procéder en deux phases, une analyse financière rétrospective du précédent mandat suite à l'audit qui a été réalisé, une analyse prospective ensuite pour le mandat actuel. Donc le débat d'orientation budgétaire a un cadre légal, il doit être tenu obligatoirement par les mairies. Il doit faire l'objet d'une délibération distincte et doit avoir lieu 2 mois qui précèdent le vote du budget primitif. Alors, dans le débat d'orientation budgétaire, les dispositions issues de la loi NOTRe, donc un élargissement de l'information des élus et la publication et transmission du rapport. Donc cette année, la loi de finances est largement impactée par la crise sanitaire liée à la Covid-19 et intègre un plan de relance économique ambitieux, le plan France Relance. 3 objectifs du plan France Relance de 100 milliards d'euros. Le verdissement de l'économie, l'amélioration de la compétitivité des entreprises, le soutien aux plus fragiles. Pour les collectivités, la loi de finances instaure une réduction de 10 milliards de la fiscalité locale dite économique ou de production, visant à redresser la compétitivité des entreprises françaises. Se caractérise par une stabilité des dotations, reste évasive concernant le soutien de l'exécutif compte apporter aux collectivités locales pour 2021 afin de faire face aux effets de la crise sanitaire. Pour les autres points, la trajectoire des finances publiques, plus précisément ce qui concerne le marché du travail. Donc sur le marché du travail, l'impact de la pandémie est impressionnant. Au semestre 1 2020, 715 000 personnes avaient déjà perdu leur emploi salarié. Aux 2 trimestres, l'ampleur des destructions d'emplois a ainsi dépassé 692 000 créations d'emplois, lentement accumulées au cours des 2 ans et demi séparant le trimestre 2 2017 au trimestre 4 2019. Le rebond du 3e trimestre a toutefois permis de réduire les pertes d'emplois salariés à 295 000 euros. Cette destruction massive d'emplois ne s'est pas immédiatement traduite par une hausse du taux de chômage tel que mesuré par le BIT. En effet, le nombre de chômeurs se déclarant activement à la recherche d'un emploi ayant diminué pendant le confinement, le taux de chômage a nettement diminué au semestre 1, passant de 8,1% au trimestre 4 2019 à 7,1% au trimestre 2 2020, alors même que la situation sur le marché du travail se détériorait. L'assouplissement des restrictions durant l'été aura eu raison de cette baisse de chômage en trompe-l'œil. Au 3e trimestre, le nombre de chômeurs a augmenté de 628 000 en France et atteint 2,7 millions, tandis que le taux de chômage BIT s'est élevé à nouveau à 9%. Afin de soutenir les entreprises et limiter la hausse du chômage, le gouvernement a adapté dès mars le dispositif d'activité partielle qui a été largement sollicité. Son coût pour 2020 est estimé à 31 milliards d'euros. En 2021, il sera vraisemblablement supérieur à 6,6 milliards prévus. Malgré les mesures exceptionnelles de soutien au marché du travail, le taux de chômage devrait culminer au-dessus de 11% d'ici la mi-2021 pour diminuer ensuite et atteindre 8% vers la fin 2022. D'autres points sur les finances publiques, notamment concernant l'inflation, 1,1% en 2019, elle va s'élever à 0,5% en moyenne en 2020.
une prévision à 0,7% en 2021 et 0,6% en 2022. Concernant les réformes de la loi de finances, différents points sont à aborder, mais seulement ceux nous concernant sont la dotation générale de fonctionnement et la taxe d'habitation. Donc je vais passer sur le concours financier de l'État. Pour vous parler de la suppression de la taxe d'habitation et pour rappel, pourquoi la suppression de la taxe d'habitation? D'abord un impôt local décrié pour son injustice, une promesse d'amélioration du pouvoir d'achat des ménages, une proposition élargie à tous les foyers pour assurer l'équité entre contribuables. Le périmètre de ressources concernées est de supprimer la taxe d'habitation sur les résidences principales, sont maintenues une taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, y compris la majoration. Taxe adossée à la taxe d'habitation devient adossée à la taxe spéciale d'équipement. Une nouvelle répartition des ressources publiques, redescendre de la taxe foncière bâtie département aux seules communes en 2021, attribution d'une fraction de TVA aux collectivités et aux départements. Un point sur l'automatisation du FCTVA. Longtemps ajournée en raison des difficultés de mise en place et organisationnelles qu'elle suscite, l'automatisation du FCTVA fait sa réapparition dans la loi de finances 2021. Elle remplacerait la déclaration manuelle faite par les collectivités. Les autres points ne concernent pas la mairie mais les EPCI, également la taxe foncière des établissements industriels, la CET. Donc pour le budget principal de la commune, l'analyse 2014-2019. Donc sur les excédents au déficit de fonctionnement, les résultats incluant les résultats de portée, en 2014 on était à 1 178 000 pour passer en 2019 à 694 000. Voilà. Sur la section investissement, il est à remarquer qu'en 2015 et 2016, il n'y a pas eu il y a des investissements limités à je manque la ligne. 1 049 000 et 1 213 000. Voilà, des dépenses d'investissement. Le total des dépenses d'investissement s'élève à 13 300 000 entre 2014 et 2019, soit un rythme de 2,2 millions par an en moyenne. Financement des opérations, 31% des financements par la subvention et le FCTVA, 51% d'autofinancement, 18% de financement par la dette. Sur 6 ans, le montant des emprunts nouveaux est de 2,4 millions, alors que le capital remboursé est de 3 millions. Le désendettement est de 600 000 euros. Donc sur les grands modes budgétaires, on constate une épargne brute qui est constante, des investissements supportés principalement sur 2014 et 2019. Sur l'analyse de la dette, donc 2014 et 2019, la dette se réduit de 718 000 euros. En 2020, on emprunte de 750 000 euros, ce qui donne une stabilité de la dette. Concernant les emprunts,
Donc principalement des types d'emprunts fixes, variables et livret A. L'encours de la dette et ensuite un état sur le personnel. Donc un point sur les frais de personnel. D'une part, le passage du remplacement et du recrutement du personnel en surnombre, la prise en compte du tarif des codes basques, une augmentation de 1,4% par an et le passage du CCS, du salaire du CCS en propre. Voilà, concernant la répartition, de 2016 à 2019, on a 3 postes supplémentaires, un demi en RH, un en urbanisme et 1,5 sur la section sport. On va passer à l'analyse prospective. Donc sur l'analyse prospective 2021-2025, on est parti sur des hypothèses. La prospective est basée sur les comptes clôturés en 2020. Un taux de consommation des dépenses de fonctionnement de 95%, des charges à caractère général 90%. Charges de personnel, le taux de consommation budgétaire de 96,5%, les autres charges 91,1%, la charge financière de 70,5%. Le taux de réalisation des recettes de fonctionnement est de 105,4%, impôts et taxes 107%, dotations et subventions 109%, produits de services 87%. Sur la section de fonctionnement, le glissement de base de 1% par an est pris en compte d'une augmentation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires de 200 000 € en 2021. Les droits de place remontés en 2022-2023 par rapport à leur niveau de 2019. Sur les droits de mutation, reste par hypothèse à un niveau stable à 500 000 €. Atténuation de charges, remboursement des frais de personnel restent à leur niveau en 2020. Les produits de services et de domaines remontés l'an des produits en 2021 qui restent en dessous du réalisé en 2019 jusqu'en 2025. Figurent les redevances de services à caractère social, les recettes périscolaires et les redevances de stationnement. Concernant la dotation et participation, c'est la stabilisation du chapitre au niveau 2020 à 1 170 000 €. Concernant les dépenses, les caractères général, plus 5% en 2021 et en 2022, sans revenir au niveau de 2019. Les charges de personnel, 1,4% par an, stabilité des autres charges hors nouvelles opérations d'investissement, une atténuation de produits, après un versement au titre de l'article 55 de la loi SRU de 123 916 € en 2019, les opérations sur le territoire permettent de ne pas verser de pénalité de 2020 à 2022. Autofinancement, le taux d'épargne brute baisse progressivement de 21,5% à 12,6% en 2025. Cette baisse est logique dans la mesure où nous diminuons les recettes, dotation de l'État et droits de mutation, tout en augmentant les charges de personnel et les charges courantes. Nous partons donc sur des hypothèses très conservatrices. Donc un œil sur les grandes masses concernant les investissements, avec un plan pluriannuel d'investissement pour les aménagements de terrains, plages, bois et divers. Pour 2021, 600 000 €. Matériel, véhicules, festivités, mobilier, aménagement de bâtiments, 1 275 000 € pour 2021. Études, travaux préparatoires, patrimoine bâti, réseau et voirie, 73 000 € pour 2021. Travaux de voirie, réseau éclairage public, sécurité incendie, 760 000 €, soit un total pour 2021 de 2 708 000 €.
Là, vous est présenté un tableau sur les investissements qui souhaiteront être réalisés sur 2021 et d'autres qui seront lissés sur les 3 prochaines années. Je vais passer au détail. Les aménagements de la plage de Sokoal, conteneurs enterrés, la piste cyclable à Lounchine, le terrain d'honneur Jean Poulou, des plantations, bois et forêts sur la montagne de Cibourg. À Robia, le parvis de l'église, travaux de concession du cimetière, matériel, voirie, nacelle, espace vert, véhicules, le mobilier urbain, l'informatique, mobilier divers, redynamisation des écoles, aménagement des bâtiments, rénovation 2e et 3e niveau du feu amont, Pavlovski, divers aménagements sur les bâtiments communaux, aménagement de l'extension des ateliers, travaux et aménagement de l'espace polyvalent, études centre-bourg, travaux de voirie concernant les reports, travaux de voirie concernant le Petit Bois, Miguelena à Bébéry, avenue des Basques, revêtement de chaussée, schéma communal de défense incendie sur 3 ans, rue du Phare et sémaphore, avenue de la Rune, mise aux normes. Donc, sur la section de fonctionnement, il va être tout d'abord concernant la masse salariale, toujours veiller à cette maîtrise. La maîtrise du nombre d'effectifs, les liens qui sont en train d'être mis en place avec le CHSCT pour améliorer encore le bilan social. Et ensuite, sur la section investissement, un lissage de la possibilité d'investissement à 10 millions d'euros jusqu'en 2025 à 2 millions. Y a-t-il des observations, des remarques? C'est un débat d'orientation budgétaire. Oui, Monsieur Perry. Oui. Donc, une remarque sur la partie investissement et une question sur la partie fonctionnement. Sur la partie investissement, bien compris les orientations pluriannuelles et bien vu ce tableau qui est très fin dans les prévisions jusqu'en 23. Je pense que ce tableau sera peu accessible aux Cibouriens. Il aurait peut-être été mieux de le précéder d'une stratégie définie en mettant en cohérence et en perspective des orientations. Voilà. Là, je pense que le niveau de précision va perdre pas mal de lecteurs. C'était une remarque. Bien. Une question sur la partie fonctionnement. Donc, nous constatons également que la charge salariale est très élevée, 63%. La pyramide des âges montre qu'il n'y aura certainement que 4 départs pour retraite durant la mandature. Par contre, nous lisons une info sur les années 21 à 25, les travaux en régie sont à 0 dans les prévisions, ce qui va un peu à l'encontre de la rentabilisation de la masse salariale. C'est sur le document WebPrev qui a été distribué en commission. Non, mais donc, alors, j'ai pas la ligne. Donc, c'est-à-dire que, oui, Stéphane. Pardon. S'agissant des travaux en régie, il s'agit d'opérations d'ordre, donc il ne nous est pas possible de les chiffrer en avance. Soyez rassurés, on va faire du travail en régie, on va faire des travaux en régie. C'est une politique qu'on va mettre en place. L'idée étant de faire le plus possible en régie, bien sûr, sans tomber non plus dans
je dirais, il ne faut pas confondre. C'est-à-dire, on a des services d'entretien, de l'entretien de voirie. Ils ne sont pas là pour faire des routes ni des trottoirs sur des gros tronçons, je dirais. Parce que si on donne à notre équipe voirie une avenue à faire, avec les effectifs qu'on a, ça prendrait beaucoup de temps. Mais c'est vrai que tout ce qui est de notre niveau, je dirais, on va le faire, on le ferait en régie, quoi. Donc c'est sûr que c'est difficile d'estimer le coût ou la somme qui supposera ce travail en régie. Pour donner un exemple, par exemple sur l'aménagement des ateliers, sur l'aménagement intérieur pour la salle de gym et de judo et d'autres associations, par exemple l'intérieur, tout le placo se fera en régie. L'avenue des Basques, pardon, les trottoirs se feront en régie. Donc ça se fait, on va continuer à le faire. Donc je suis complètement rassuré par cette volonté, mais je m'étonne de cette présentation à zéro, parce qu'on arrive à avoir des moyennes sur 10 ans, on tourne autour de 110 000 euros par an. Donc voilà, c'est peut-être une présentation, une prospective à zéro, ça ne correspond pas vraiment à ce que vous voulez faire. Donc peut-être est-ce ajustable. Merci. Merci à vous. Madame Duverbier. Donc, effectivement, je renouvelle l'intérêt du second document, puisque sur l'étude de ces prospectives. Puisque, en définitive, sur le premier document, nous avions des vues à la baisse par rapport à la réalité pour les recettes de fonctionnement, et nous avions aussi des vues à la baisse par rapport à la réalité pour les dépenses de fonctionnement. Bon, donc, à partir du moment où nous voilà rassurés, puisque le document note bien prospective basée sur les comptes clôturés de 2020. Quelques petites remarques cependant. Nous voyons que sur la prochaine mandature, vous avez une volonté d'investissement de 2 millions par an d'euros. Donc, nous voyons qu'elle est inférieure à celle de la précédente mandature. Sur le tableau de bord joint, aucune réalisation marquante pour concrétiser le grand élan qui était promis. Je vois beaucoup d'entretiens, etc., mais pas de points de réalisation très marquantes. Notamment, je me demande si la volonté est d'aménager ou de commencer l'urbanisation de la zone de l'Encan, si la commune veut y intégrer des bâtiments communaux, on sera quand même obligé d'acheter du foncier, puisqu'on n'est peut-être pas en possession de tout ce qui nous sera nécessaire. Donc je pense que ça sera un investissement qu'il faudra envisager. D'autre part, sur cette période, vous faites une prévision d'une dette, qui va augmenter de 1 200 000 sur 5 ans, alors que sur la même durée, nous l'avons baissé de 900 000 euros, avec des réalisations, permettez-moi de le dire, structurantes, comme la reconstruction de la maternelle, l'espace polyvalent, l'extension des ateliers, en partie, même si l'aménagement intérieur n'est pas terminé, et les travaux de la crèche. Par contre, nous apprécions sur la version 2 la modification qui est faite sur l'inscription des droits de mutation, puisqu'elles sont inscrites sur des valeurs qui nous semblent plus raisonnables. Nous sommes passés d'une inscription de 775 000 euros à 500 000 euros. Deuxièmement, cette étude envisage une revalorisation des bases des impôts locaux de 1% par an, puisque ça sera dû à l'augmentation des bases de l'État. Mais contrairement à ce que vous avez toujours réclamé pendant la mandature précédente, je vois que pour compenser ces hausses d'impôts de l'État, il n'y a pas de baisse d'impôts de la commune, ce qui était votre demande pendant de longues années. Enfin, juste une précision, je ne sais pas ce qui motive cette inscription, ce que je souhaite, mais je le crains. Nous notons qu'une pénalité SRU n'est pas prévue à partir de 2023. Aucune pénalité SRU n'est prévue
à partir de 2023. Donc je ne sais pas si cet objectif sera réalisé, mais je pense qu'on peut le craindre. 21, 22, je pense que la production de 93 logements à Sokoa doit quand même faciliter la baisse de la pénalité. Voilà. Voilà, c'est mes remarques que je voulais faire sur cette orientation budgétaire. Donc, pour répondre, j'essaierai de répondre point par point. Pour ce qui est du manque de volonté ou d'ambition que vous soulignez, je ne pense pas que c'est le manque d'ambition. Je ne l'ai pas redit là, monsieur le maire. Hein. C'est la première remarque. Non, mais vous me laissez m'exprimer quand même. Donc, vous soulignez qu'on va investir moins que vous, qu'on n'a pas de projet structurant, de projet ambitieux, qu'on fait juste de l'entretien. Je veux dire qu'on est dans une période assez critique, compliquée, avec peu de vision. Non, on ne va pas faire de projet pharaonique qui, au bout du bout, n'ont pas d'objectifs ou d'objets concrets, comme cette salle polyvalente, par exemple. Oui, un investissement structurant, certes. Une salle polyvalente, dite polyvalente, mais qui, au final, n'a de polyvalent que le nom. Une salle dite à vocation sportive, mais qui n'a pas de vestiaire, qui a des loges. Oui, c'est un investissement. Après, chacun jugera de la pertinence de l'investissement. Et moi, je dis toujours, avant d'aller faire des investissements pharaoniques, quand on a une maison, avant de faire l'extension de la maison, il faut pouvoir avoir les moyens d'entretenir la maison. C'est ce qu'on fait. Après, des investissements structurants, ne vous inquiétez pas, il y en aura. Maintenant, vous soulignez sur le besoin d'acquisition foncière, sur le coût que ça supposera. Vous n'êtes pas sans savoir que l'acquisition du foncier sur la zone de l'Ancan se fait via le PFL. On avait voté l'intérêt communautaire du projet. On avait voté ensemble en plus. Donc, maintenant, toute acquisition qui se fera sur la zone de l'Ancan sera supportée par l'agglo. Pour ce qui est des pénalités, oui, cette année, on ne paiera pas de pénalités. Normalement, l'année prochaine, on n'en paiera pas. Et on espère qu'en 2023 non plus, on n'aura pas besoin de payer de pénalités. On ne sait pas, on espère, peut-être il en faudra. Mais je rappelle, cet exercice, c'est un exercice de prospection. C'est pas les chiffres qui sont marqués dans ce document-là ne sont pas gravés dans le marbre. C'est juste une feuille de route. C'est quelque chose qui nous donne un cap. Les 2 millions, vous dites que 2 millions, c'est pas assez, mais 2 millions, c'est juste un repère. On pourra aller plus loin. Une année, faire un peu moins l'année prochaine. Mais c'est avoir une vision sur le mandat, voir quelles sont nos capacités, d'identifier nos capacités d'investissement sur un mandat. Là, on a identifié 10 millions qu'on pourrait investir, peut-être plus, parce qu'on part sur des droits de mutation très faibles, peut-être elles seront plus importantes, donc on pourra faire plus. Mais voilà, on a un curseur, on sait sur quoi on doit partir. Et je pense que cet exercice est intéressant. Moi, pendant 6 ans, avec l'idée, on nous a jamais présenté un exercice de ce type-là. On nous présentait budget année par année, de manière, je dirais, cloisonnée, sans perspective. Là, on a une perspective, on n'est pas obligé de respecter point par point, mais ça nous donne un cap. Et c'est ça, c'est pas un budget, on ne va pas faire le budget 2023, 2024, 2025, 2026 en 2021. En 2021, on va faire le budget 2021, mais avec une perspective. Donc, voilà, pour les réponses. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Bon, juste une petite précision, je me suis sans doute mal exprimée quand je vous ai présenté mes inquiétudes sur l'Ancan. Évidemment, je sais bien que l'intérêt communautaire a été demandé, puisque c'est nous qui l'avons demandé, et je vous remercie de nous avoir accompagnés dans cette demande, contrairement à d'autres. Mais simplement, évidemment que le portage se fait par l'agglo Pays Basque. Alors, ce n'est pas les acquisitions, ce sont les portages. Hein. Comme on aurait pu noter aussi sur le bilan
de prospective 2014-2019, que vous avez aussi dans la corbeille de la mariée, une réserve foncière assez intéressante qui a été faite lors de la dernière mandature sur un montant foncier de 2,8 millions et le portage s'y référent a été mené pendant toute cette mandature. Ça, je suis absolument d'accord. Mais simplement, ce que je veux vous dire, monsieur le maire, c'est que lorsque le projet sera défini et que, d'une part, l'agglomération aura confirmé son intérêt communautaire, parce qu'on est quand même aussi sur cette inquiétude de confirmation ou non d'intérêt communautaire, mais si la ville dédie certaines parcelles à des aménagements communaux, il faudra quand même que l'on achète le foncier. Donc je ne parle pas de l'intervention de l'agglo sur le travail aujourd'hui de cette ZAD, mais sur le projet final. Si on veut avoir quelque chose avant la fin de la mandature, je pense qu'il faut qu'il y en ait une réserve financière. Ensuite, sur votre dernière réflexion, je suis un peu inquiète, parce que quand vous nous dites « on nous a donné tout ça », j'en conclus que les orientations budgétaires ne sont pas faites par l'équipe municipale, mais par un bureau d'études. C'est quand même un peu inquiétant. Merci, monsieur le maire. Non, la prospective a été faite par un bureau d'études, le débat d'orientation budgétaire a été fait par l'exécutif. Donc on ne confonde pas les exercices. Maintenant, pour revenir sur l'encan, je n'ai aucun doute de la confirmation de l'intérêt communautaire du projet de l'encan. Sur ça. Sur les projets futurs, pour l'instant, on n'est pas en phase de projet. On est en phase d'acquisition foncière. Acquérir 4 hectares de foncier en plein centre-ville en 4 ans, je pense que ça sera quelque chose de très ambitieux. Je ne sais pas si on va le réussir, pour être très concret, pour être très sincère, pardon. Maintenant, il faut savoir aussi que donc les sommes que nous destinons au portage de foncier, qui est aux alentours de 240 000 de mémoire, c'est-à-dire que ces sommes-là, vu que l'intérêt du projet sera d'intérêt communautaire, on pourra faire valoir nos cotisations annuelles des années précédentes, c'est-à-dire depuis 2015, pour payer des investissements. Et puis, le jour où on aura des projets sur l'encan, on investira et on préparera des budgets par rapport aux investissements qu'on aura. Et ces investissements sur 4 hectares, elles ne se feront pas en un an, elles se feront sur plusieurs années. Donc, je vous rassure, il y aura de quoi investir. Maintenant, je ne sais pas s'il y a d'autres remarques. S'il n'y en a pas, moi je vais juste souligner sur l'aspect rétrospective de l'analyse que vous avez parlé au début, c'est-à-dire au moment du vote du débat du compte administratif. Qu'est-ce qu'il en sort de l'audit, ce fameux audit? Les conclusions que vous voulez afficher. Il n'y a pas de souci, on va les afficher. La situation de la ville de Ciboure est globalement saine. On s'en réjouit. Mais elle est saine, mais en même temps elle est fragile. Pourquoi elle est fragile? Parce que on dépend de manière très importante des droits de mutation. Et les droits de mutation, ce sont des taxes sur lesquelles on n'a aucun levier. Pour mémoire, cette année, on va toucher 850 000 euros. En 2014, on a touché un demi-million. En 2019, on a touché 1 million. C'est pour ça qu'on va toujours sur des niveaux très prudents d'un demi-million, c'est-à-dire de la base de 2014. Mais on dépend beaucoup de cette taxe qui suppose à peu près 15% de nos recettes. La crise Covid, l'année dernière, on était à 1,50 million. On a eu une crise entre-temps, on a perdu 200 000. Deuxièmement, une masse salariale très importante, qui n'a cessé d'augmenter depuis 2014, sans avoir plus de services. Donc on s'attellera à maîtriser cette masse salariale. On sait qu'on ne va pas le faire en un an, mais c'est un travail de longue haleine. Et on essaiera
de maîtriser cette masse salariale pour essayer de dégager le plus d'autofinancement possible pour pouvoir faire des investissements sur la ville de Cibourg. Donc voilà, le bilan de manière succincte, ou l'analyse de cet audit, c'est-à-dire que le bilan, la situation est bonne, mais elle est critique, elle est fragile. Donc il faudra qu'on monte nos budgets tous les ans de manière très prudente et avec des objectifs clairs qui sont une maîtrise de la masse salariale avec l'objectif d'investir le plus possible sur Cibourg. Donc s'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose qu'on passe au... Non, on vote pas. On vote le... Donc on vote le débat d'orientation budgétaire. Donc qui s'abstient, qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté. On est bien d'accord, monsieur le maire, qu'on vote le fait qu'il y ait eu un débat. Oui, c'est le débat qu'on a tous les ans. On ne vote pas le contenu, on vote le fait qu'il y a eu un débat. On est d'accord? Comme nous avons eu une longue vie ensemble, c'est vrai qu'on sait que tous les ans on fait la même chose. Oui, et tous les ans on a la même question. Donc, on passe aux questions diverses. Non, je l'ai ici. Est-ce que j'ai mis mon... C'est pas grave. Excusez-moi, je cherche la question. Ici. Ici. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Question de Monsieur Perry. Donc la première qui est liée au Covid. Donc Monsieur le maire, pourriez-vous donner quelques éléments disponibles de santé publique en ce qui concerne la Covid-19 à Cibourg? Par exemple, le nombre de contaminations et d'hospitalisations, le nombre d'issues fatales, les évolutions du R effectif et du taux de positif. Envisagez-vous, Monsieur le maire, des initiatives municipales pour faciliter la vaccination des personnes prioritaires? Donc pour la première question, donc nous n'avons pas des données par commune. Donc les données, on ne les connaît pas. On est seulement informé dès qu'on a un cluster dans la commune. Mais on n'a pas les éléments commune par commune. Pour ce qu'on envisage pour faciliter la vaccination des personnes prioritaires, donc le service de proximité donc sera gratuit pour toutes les personnes qui voudront aller se vacciner au centre de vaccination de Saint-Jean-de-Luz. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, parce que beaucoup de personnes nous demandent aussi de créer des centres de vaccination sur la commune, on est tous pareils, c'est-à-dire à Andaï, ils demandent de faire Andaï, à Cibourg, les Ascanida à Asquin. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la question n'est pas sur le nombre de centres de vaccination, mais plutôt sur le nombre de vaccins, parce qu'à l'heure actuelle, on pourrait créer un centre de vaccination, mais on n'aurait pas de vaccin à disposition. Deuxièmement, pour épauler le centre de vaccination de Saint-Jean-de-Luz, donc on va mettre des agents de la ville à disposition du centre de vaccination pour tout ce qui est travail administratif, téléphonique, pour soulager les bénévoles qui sont investis depuis plusieurs semaines. Jusqu'à maintenant, ça a été supporté par des bénévoles, et le bénévolat, c'est du bénévolat, et atteint ses limites. Donc c'est pour ça qu'on nous a demandé on a demandé à l'ensemble des communes, on a été tous d'accord, donc chacun mettra des agents, chacun avec ses moyens, à disposition du centre de vaccination pour que ça marche au mieux. Merci, monsieur le maire, d'avoir lu la question.
juste pour vous dire l'intérêt que je voyais à cette information. Nous sommes tous gavés d'informations sur les impacts de la pandémie dans le monde, en Europe, en Birmanie et en Nouvelle-Aquitaine au plus près. Par contre, on voit autour de nous, je pense tous, des gens qui ne se sentent pas concernés. Et je pense que d'informer ces gens-là de façon plus zoomée sur notre territoire pourrait peut-être leur faire adopter des attitudes plus prudentes. Et à l'inverse, on voit des gens qui sont totalement recroquevillés chez eux de peur, et une peur qui n'est pas forcément fondée sur la réalité. Donc voilà l'intérêt que je voyais à informer les citoyens de la situation du territoire. Je partage tout à fait votre analyse. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, pour la question 2, donc, qui traite du PLU, Monsieur le maire, dans le cadre de la préparation du PLU, aujourd'hui même, vous avez invité des associations de riverains, puis le 5 mars, la CAPB semble prévoir une réunion publique. Pourriez-vous, Monsieur le maire, nous confirmer la réunion publique qui, à cette heure, n'est pas encore publiquement annoncée? Pourriez-vous situer ces démarches dans la perspective de la rédaction du projet de PLU, nous dire si d'autres consultations sont prévues? Donc j'ai bien reçu quelques associations. L'idée, c'est de recevoir l'ensemble des associations de quartier de Cibourg. Donc il y en a 6. Donc j'en ai reçu 2 aujourd'hui. J'en ai reçu un la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Et puis les autres viendront la semaine prochaine. Donc il y aura bien une réunion publique le 5 mars liée au PLU, à l'avancement du PLU. Donc cette information est publique depuis aujourd'hui. Donc il est public sur notre site, il y a eu des affichages, il y aura aussi un encart dans la presse. Donc cette réunion publique aura un objet 3 points. Donc la présentation de l'avancement de la démarche, l'actualisation et complément de l'état des lieux et l'évolution du projet d'aménagement et de développement durable. Compte tenu du contexte sanitaire, cette réunion se tiendra sous forme dématérialisée en visioconférence et donc il y aura un lien pour pouvoir y participer. Donc ça, c'est la première réunion publique qui est prévue. Il y aura une deuxième réunion publique en avril-mai. C'est le calendrier. Parallèlement, il y a la commission urbanisme aussi qui devra se réunir dans la semaine prochaine ou dans les jours à venir pour qu'on fasse un point aussi. Pourquoi j'ai invité les présidents des associations de quartier à une réunion aujourd'hui? C'était pour leur exposer la procédure de présentation et de concertation qu'on allait mettre en place sur Cibourg. Donc le fait qu'il y aurait 2 réunions publiques, qu'après les réunions publiques, il y aurait un registre au service d'urbanisme pour pouvoir faire des remarques, qui pourrait me faire des remarques directement par courrier, et s'il le souhaitait aussi, qui pourrait aussi nous rencontrer, moi ou l'adjoint à l'urbanisme. Donc c'est pour ça qu'on a pris les devants pour leur expliquer cette démarche-là. Voilà, quoi dire d'autre? On aurait préféré faire cette réunion publique de manière présentielle, de manière classique, mais la situation sanitaire est telle qu'on est obligé de le faire en visioconférence. Ça marche. Nous, de la visioconférence, on en fait tous les jours, parce qu'on est limité, et donc ça marche. Donc voilà, ça sera la première réunion publique, il y en aura une deuxième. Entre-temps, il y aura l'occasion de concerter, d'échanger, que ce soit avec les associations, que ce soit avec les administrés, que ce soit avec l'ensemble des élus dans les commissions. Donc voilà un peu la projection d'ici juin du travail d'élaboration du PLU. Merci, monsieur le maire. Toutefois, une petite remarque, ça fait 7 jours de préavis, ça peut paraître un peu court pour une réunion publique. Et une réunion publique est toujours nourrie de documents diffusés en amont. Ce n'est pas le cas. Et puis ensuite, de toute façon, la concertation est obligatoire puisque l'article 103 le stipule. La concertation doit être permanente tout au long de l'établissement du document. Merci, monsieur le maire. Donc, pour précision, les documents seront disponibles après la réunion publique et il ne faut pas se tromper, les documents de présentation d'une réunion publique sont des documents de travail. Donc, ces
Ces documents de travail vont être présentés le 5 mars. Elles seront à disposition de toutes les personnes. Et on aura plusieurs semaines, plusieurs mois. Les gens auront le temps d'échanger, de venir, parce qu'il ne faut pas se leurrer, les vraies discussions, elles ne se font pas dans les réunions publiques. Les réunions publiques, on informe. Les vraies discussions, elles se font de tête à tête, elles se font en petit comité, elles se font en réunion. Donc, certes, on peut considérer que 10 jours, c'est court. Vu que la réunion publique se fera en visioconférence, je pense que les délais sont raisonnables. Les gens n'auront pas à se déplacer, donc ça sera plus simple pour eux. Donc voilà. 8 encore plus court. Et effectivement, je ne parle pas de diffuser des documents de travail, mais peut-être même un ordre du jour, simplement. Ça rend toujours plus utile les échanges. Remarque, suite à l'intervention de M. Perry, c'est justement sur le pont de Cibourg, je ne vais pas dire de Saint-Jean, on a le panneau numérique qui ne fonctionne pas il y a un petit moment. Et il serait judicieux peut-être de signaler que quand on rentre à Cibourg, de bien vouloir respecter les normes de sécurité qu'il y a à faire pour le Covid. Et je crois de mémoire qu'on avait une convention d'entretien avec cette société qui devait venir dépanner dès qu'il était en panne. Alors est-ce qu'on a renouvelé, on ne l'a pas renouvelé? Ça je ne peux pas vous dire. Mais c'est dommage qu'on ait ce beau panneau qui est là et qu'on ne puisse pas s'en servir. Non, le panneau va être changé. Et on aura plus de panneaux, on va implanter un panneau numérique sur chaque entrée de la ville de Cibourg dans les prochains mois. Il y en aura 4 en tout, ce que me dit Payot Dufaux. Ouais. Donc on note, entre-temps, si on peut le réparer, on va essayer. Et merci de votre remarque. Et ça correspond à l'étude, vous dites qu'il y en aura dans les 4 entrées de ville. Est-ce que c'est l'étude qu'on avait commencé déjà, qui était presque finie, et où on avait justement mis on avait un qui était au stade, un à Sokoa, un à l'entrée de la ville et un à Kéchilois. C'est ça. C'est ça? D'accord. Merci. Pas le même, mais non, c'est la même mais, idée. Non, il y a des choses de mieux et de plus jolies. Merci. Merci à vous. Donc l'ordre du jour est épuisé, donc merci d'être venu et je vous souhaite une très bonne soirée. Gabon.